Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est le débat de Charente Libre. Aujourd'hui, nous vous proposons un débat en vue des élections de la Chambre d'agriculture. Le vote a débuté ce mercredi 15 janvier et se poursuit jusqu'à la fin du mois. Et nos invités sont donc les 4 candidats à la présidence de la Chambre d'agriculture de la Charente, que je vous laisse présenter, Thomas. Christian Dagneau, bonjour. Vous êtes le président sortant, candidat pour la FNSEA Jeunes Agriculteurs. Face à vous, Laetitia Pluma, vous êtes la candidate pour la coordination rurale. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Agnès Rousteau-Fortin, vous êtes la candidate pour la Confédération paysanne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, François Chapuzet, vous êtes le candidat pour le MODEF, le Mouvement de défense des exploitants familiaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en un mot? On commence par vous, Laetitia Pluma. Alors, donc, je suis Laetitia Pluma, je suis agricultrice en Sud-Charente, à Fouquebrune. J'ai une exploitation familiale que j'ai repris tardivement. Je me représente, je vais vite, ne vous inquiétez pas. Je suis viticultrice. J'ai également des chênes truffiers, des oliviers et des céréales en bio. Merci. Agnès Rousteau-Fortin. Bonjour, donc Agnès, je suis paysanne vigneronne à Bréville, petit village du Pays-Bas charentais. Nous sommes avec mes associés viticulteurs. On fait beaucoup de ventes directes. On est en bio depuis plus de 25 ans. Et on est aussi céréalier. On produit des légumes secs, des farines, des huiles avec le groupement Les Fermes de Chassagne. Merci. Christian Dagneau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Christian Dagneau, je suis agriculteur sur le canton de Mende, donc je fais plutôt des grandes cultures. Donc je suis installé avec mon épouse, Claudine, et puis notre fils qui nous a rejoints depuis un an. Voilà, donc, et on produit essentiellement des grandes cultures, mais aussi des pois chiches, du pop-corn. Et l'objectif, c'est de contractualiser nos productions avec les organismes stockeurs, notamment sur les cultures à forte valeur ajoutée. D'accord. Et on termine par vous, M. Chapuzet. Chapuzet François, je suis viticulteur sur la commune de Barret et je suis sur une toute petite structure d'une petite vingtaine d'hectares. Merci. Alors, on va rappeler les enjeux de ces élections. Elles déterminent la représentativité des syndicats pour les 6 ans à venir et leur influence auprès des différentes instances qui servent d'interface entre les paysans et l'État. Et en Charente, on peut rappeler que 33 sièges sont à pourvoir, issus de plusieurs collèges. Alors le scrutin est aussi lourd d'enjeux financiers puisque les résultats conditionnent la répartition de 14 millions d'euros alloués annuellement par l'État aux syndicats. Pourtant, il y a 6 ans, lors des dernières élections en 2019, seulement 41% des exploitants en Charente avaient voté. Avant de commencer à débattre, nous allons vous proposer à chacun de résumer en 1 minute votre projet quand vous serez à la tête de la Chambre. On commence par vous, Christian Dagneau. En 1 minute, on va essayer de faire. Donc, l'objectif, c'est de poursuivre ce que l'on a engagé depuis 6 ans. Voilà, donc avec les équipes en place, donc les élus qui étaient en place avec moi depuis 6 ans, plus un certain renouvellement, notamment des jeunes, avec Camille, qui est présidente des GIA, qui est derrière moi ici. Voilà, l'objectif, c'est de continuer à accompagner, à mettre des moyens sur le terrain pour continuer à mieux accompagner les agriculteurs, notamment les jeunes. C'est ce que nous avons mis en place lorsque nous sommes arrivés. Et puis, l'objectif, c'est de bien représenter la profession à tous les niveaux, que ce soit au niveau départemental, mais au niveau régional et national. Et c'est ce que nous avons fait pendant notre mandat, puisque les décisions sont de plus en plus régionales maintenant. Et au-delà de notre mandat départemental, c'est aussi d'aller porter notre projet à l'échelle de la région, en mettant en avant les spécificités de notre zone, de notre département. Donc là, avec 3 grosses productions qui sont l'élevage, la viticulture et les grandes cultures. Et bien faire comprendre en département, en région et nationale, que nous sommes sur un territoire de zone intermédiaire, avec des potentiels de production qui sont plus faibles que la moyenne. Et c'est ça sur ça qu'on veut appuyer sur la prochaine mandature pour faire reconnaître les contraintes de notre territoire, voilà, et continuer de mieux en mieux accompagner les jeunes, parce qu'il y en a besoin, les former, et puis les emmener vers une direction positive, remettre plus d'économie au cœur de nos décisions, voilà, et s'appuyer sur les 3 piliers de la durabilité, parce qu'on s'est souvent appuyé sur le pilier environnemental, mais aussi l'économie et le social, et c'est vraiment l'objectif. On a commencé à le faire, c'est d'appuyer sur ces 2 piliers-là, l'économie et le social. Et le social, c'est donner les conditions aux jeunes de s'associer, de venir épouser ce beau métier. Merci beaucoup d'avoir été autant synthétique que possible. François Chapuzet, à vous, que ferez-vous si vous prenez la tête de la Chambre d'agriculture? Nous, on serait plus pour une répartition des marges, avec un coefficient multiplicateur pour que tout le monde puisse gagner correctement sa vie et que l'agriculteur ne participe pas de la grande distribution et autres.
on aimerait que la viticulture soit dans le même cas, puisse retrouver des marges correctes, parce que là, on attaque une crise qui est quand même assez conséquente et qui risque de durer. Et on n'a pas trop de solutions qui nous sont proposées pour l'instant. On voudrait essayer de remettre le social en route pour préserver l'emploi et surtout essayer d'un bien-être au niveau du travail, parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui actuellement travaillent avec le couteau sous la gorge et qui n'apprécient plus leur travail, et ce qui est dommage. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on sera amené au cours du débat à peut-être détailler certains points que vous venez d'évoquer. Laetitia Pluma, est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors nous, effectivement, nous, on arrive avec une équipe très motivée, des gens de toutes les productions, sur tout le département. Et effectivement, il va falloir travailler avec, malheureusement, cette crise qui est bien prégnante dans toutes les productions, on l'a dit. Et donc, on va vraiment travailler sur les revenus au maximum, essayer de faire en sorte déjà de garder les fermes qui sont là, qui sont en souffrance. Ça, c'est... Et puis pour après, effectivement, installer, parce qu'on voit bien que l'agriculture est en déperdition. On a de moins en moins d'agriculteurs en Charente aussi. Ça nous touche dans tous les départements. Donc, ça va être un de notre axe majeur. L'installation, oui, bien sûr, mais en essayant aussi de préserver toutes les fermes qui sont là et qui ont du mal. Crise viticole, crise de l'élevage, les crises sanitaires, crise sur les céréales et les prix. Voilà, mais on fera au mieux dans la situation actuelle, en tout cas. Merci beaucoup. Et enfin, Agnès Rousteau-Fortin, en une minute, comment est-ce qu'on pourrait résumer votre projet à la tête de la Chambre d'agriculture? Donc nous, à la Confédération paysanne, on a constitué une liste paritaire avec 10 femmes et 10 hommes paysans et paysannes en Charente. On est tous très motivés pour participer à l'avenir de l'agriculture charentaise. À la Confédération paysanne, notre priorité, c'est de vivre de notre métier. Donc pour vivre de notre métier, nous voulons retrouver du revenu pour chacun et pour chacune. Pour retrouver du revenu, il nous faut garantir la vente de nos produits, constitué par un prix de revient, la protection sociale et surtout un salaire décent. Nous voulons aussi que la valeur de notre travail soit reconnue par la société. Il faut que les conditions de travail du monde paysan changent. Il est plus possible aujourd'hui de consacrer plus de 70 heures par semaine, comme le font de nombreux paysannes et paysans, d'être sous trop de contraintes, sans un salaire digne qui récompense ce travail. Le rôle des paysannes et des paysans pour nous est bien de nourrir nos concitoyens plutôt que de mourir pour produire au profit de l'agrobusiness. Donc pour nous, la Chambre d'agriculture de Charente, elle doit redevenir un vrai outil au service de tous les agriculteurs et des agricultrices. Elle doit nous fédérer ensemble, tout le monde agricole. Elle doit créer du lien entre les différents acteurs de notre milieu. Elle doit nous aider, elle doit nous soutenir, elle doit nous accompagner. Elle doit accompagner l'ensemble des paysannes et des paysans, mais aussi l'ensemble des nouveaux installés, l'ensemble des porteurs de tous les projets et l'ensemble des cédants, mais aussi l'ensemble des retraités et les salariés des organisations agricoles qui nous accompagnent au quotidien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du débat et on va aborder le premier thème qui concerne les perspectives de l'agriculture en Charente pour les prochaines années. Et pour mieux en parler, on vous propose d'abord quelques données sur l'évolution des 10 dernières années tirées des statistiques officielles du ministère. Alors on va le voir derrière, le département a perdu 25% de ses exploitations entre 2010 et 2020. Mais au final, la surface totale agricole a très peu baissé parce que les fermes se sont agrandies, presque un tiers de plus par exploitation. La surface totale irriguée a baissé de 13% et la structuration du paysage agricole a également beaucoup changé. Le maraîchage s'est beaucoup développé, la Charente avait beaucoup de retard là-dessus, la culture de légumes secs et de protéagineux aussi, mais par contre l'élevage a beaucoup chuté. On a aussi un graphique qui va le montrer, que ce soit sur l'élevage caprin, ovin, porcin, bovin, toutes ces productions-là ont diminué.
Alors, comme vient de le rappeler Naël, élevage en baisse, les surfaces agricoles qui ont tendance à augmenter par exploitation. Et au vu de ces évolutions, comment voyez-vous la Charente d'ici 10 ans François Chapuzet, peut-être qu'on peut commencer par votre avis là-dessus. Alors, je ne la vois pas très bien, la Charente dans 10 ans. Au niveau viticole, déjà, on a une crise où toute la filière est responsable. Du viticulteur aux maisons de cognac, tout le monde est responsable. On a voulu s'agrandir, prendre des hectares, et les marchés n'étaient plus en face. Et la solution, on risque de retomber dans une crise qui risque de durer une bonne dizaine d'années, je pense, si on ne prend pas des grandes décisions. Après, on a l'élevage. L'élevage, si on ne redonne pas de marge aux éleveurs, l'élevage en Charente va continuer de chuter et fortement. Et c'est plus un métier attractif. Il faut vraiment aimer le métier pour pouvoir le faire. Parce que les marges sont plus là. Les heures, il y a beaucoup d'heures de travail par rapport aux bénéfices sortis. Et un autre des problèmes, pour moi, c'est la perte des exploitations. Ce qui se traduit obligatoirement par un agrandissement des exploitations. On voit des grosses structures qui arrivent, et dont certaines qui commencent à être en difficulté aussi, au niveau viticole, entre autres. Et si on gère pas la surface, le volume d'autres hectares, on n'arrivera pas à endiguer la crise, parce que les ventes ne compenseront pas tout. Pour l'instant, les ventes continuent de baisser légèrement, mais baissent. Donc on n'est pas dans une bonne optique. Quelqu'un pourrait réagir à ce que vient de dire M. Chapuzet. Peut-être vous, Laetitia Plumat, qui êtes viticultrice, sur la crise viticole. Mais aussi comment vous voyez les 10 ans. Oui, alors effectivement, sur la crise viticole, on a tous une grosse inquiétude. On peut dire, comme M. Chapuzet, qu'on peut en vouloir à toute la profession. Enfin, le résultat, il est là maintenant. Hein, donc, il faut travailler sur l'avenir. Pour travailler sur l'avenir, je pense que l'UGVC, l'interprofession, a pris les choses à bras-le-corps. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller vite pour avoir les outils pour travailler demain, c'est-à-dire baisser notre... faire de l'arrachage temporaire, oui, c'est une solution, je pense, pour pouvoir baisser nos charges, mais bien sûr garder notre quota d'exploitation en même temps, quoi. Ça, c'est évident. Travailler sur les autres marchés aussi, ce qui est déjà fait. Nous, on travaillera en pleine collaboration avec l'UGVC. D'ailleurs, je pense qu'on aura... si nous sommes élus, un membre de l'UGVC dans notre bureau, parce que ça nous semble important de travailler tous ensemble sur cette crise pour sortir la Charente du marasme, de ce marasme, parce que c'est quand même 72 000 emplois induits, donc c'est assez catastrophique pour la Charente, on peut le dire. Et sur l'élevage, peut-être ? Alors sur l'élevage, effectivement, là, on est très inquiet, parce que ça ne fait que commencer, la crise sanitaire. FCO, MHE, on entend partout, mais là, ce ne sont que les prémices. Au printemps, on a une très, très forte inquiétude parce que par rapport au problème des naissances, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de naissance sur le cheptel. Donc, les éleveurs vont être mis à mal là-dessus, et aussi pour respecter leurs engagements sur les ICHN et les MAEC, quoi. Donc, il va falloir trouver des... Bon, les vaccins sont là, ils arrivent doucement, mais il n'empêche qu'il va falloir les aider, c'est clair. Alors, sur les céréales, je peux dire aussi 2-3 mots. On sait tous que les charges sont en augmentation constante. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et puis, les prix ne sont pas là. Le prix du blé, le prix du maïs, cette année, c'était catastrophique. Donc, je pense que les exploitations vont être en grande difficulté aussi. C'est pas très positif, juste. Non, je vous l'accorde. Agnès Rousseau-Fortin, parce qu'il n'y a pas que la viticulture, ni l'élevage, ni les céréales. Je sais qu'à la Confédération paysanne, vous plaidez aussi pour valoriser d'autres types de production. Comment est-ce que vous voyez la Charente agricole dans 10 ans ?
Eh bien, dans 10 ans, nous, on espère qu'on sera des paysans et des paysannes nombreux, de plus en plus diversifiés sur le département. On a la chance d'avoir un territoire très varié, avec une zone d'élevage, avec de la zone intermédiaire sur laquelle on peut faire des productions très différentes, avec une zone viticole. Donc c'est important que sur l'ensemble de ces zones-là, on maintienne les exploitations agricoles. Par rapport j'aimerais bien revenir sur la crise viticole aussi. En effet, on a eu une très belle période d'embellie depuis 20 ans. On l'a un peu sabordé en voulant toujours plus de volume, en voulant toujours plus d'hectares, en voulant s'agrandir. On a perdu aussi beaucoup d'exploitations viticoles en 20 ans. On a planté 15 000 hectares de vignes. On a augmenté notre stock aujourd'hui qui est à 10 ans. On a 10 ans de stock, donc on a en fait concentré. Nous, on pense qu'il faut tout de suite réguler nos volumes de production. À long terme, il faut qu'on régule la surface. Voilà, pour nous, on sera compétitif aussi et on continuera à pouvoir faire du commerce si on régule à l'intérieur. On sait très bien aujourd'hui, les productions qui ont été régulées depuis longtemps continuent à bien se porter. Vous pensez à quoi, par exemple ? Je pense au lait, je pense aux vins et spiritueux. C'est 2 productions en France qui ont une balance commerciale très positive et qui ont été régulées. Donc, à un moment donné, la régulation est nécessaire et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on continue de réguler. On a des syndicats majoritaires depuis des années qui ont laissé le libre-échange nous emmener dans le gouffre. Et il faut absolument qu'on sorte l'agriculture du libre-échange. Oui à un commerce international, mais oui à des prix équitables. Donc on ne veut pas un outil, le libre-échange, pour nous, c'est un outil de pression de torture sur le monde agricole. Et pour nous, il faut absolument qu'on arrive à trouver des moyens de régulation pour redonner du revenu aux paysans et pour que les prix soient payés à la production. Donc le revenu moyen aussi des agriculteurs est très bas en France, 850 €. Avec beaucoup d'inégalités entre nous, paysans et paysannes. Donc je pense qu'il faut qu'on accompagne aussi les agriculteurs pour sortir de cette pression morale et il faut qu'on amène un accompagnement et c'est le rôle des chambres d'agriculture d'être au plus proche des paysannes et des paysans dans toutes les productions. Que ce soit en élevage, que ce soit en viticulture, que ce soit en céréales. Aujourd'hui, on a besoin d'être au plus près et d'avoir des relations humaines, de solidarité entre nous, agriculteurs et agricultrices, pour aussi tenir nombreux. Et arrêter de vouloir toujours grandir pour récupérer, soi-disant, des moyens et des revenus. Mais en fait, on s'appauvrit les uns les autres à toujours vouloir s'agrandir. Merci. Christian Dagnou, avant de nous dire comment vous voyez la Charente agricole dans 10 ans, peut-être vous vouliez réagir sur le sujet de la régulation et du libre-échange dont parlait Agnès Rousseau. Oui, alors sur le libre-échange, on peut être pour ou être contre, mais en tout cas, sur une production qui est majeure et qui est essentielle sur nos 2 départements de Charente, qui est le cognac, on a besoin de commercer avec les autres pays, parce que je rappelle quand même que 98% de notre production aujourd'hui est exportée. Donc sans exportation, le cognac est mort. Donc oui, mais on a c'est pas ça, Christian. Non, mais ça fait partie des sujets quand on veut tout interdire. Voilà, on peut pas. On dit voilà. pas. Donc en tout cas, oui au commerce international, voilà, mais j'ai dit non aux accords de libre-échange. Non, mais voilà, on a besoin de continuer à commercer, notamment sur le cognac. C'est important, mais aussi ce qu'on a besoin à faire sur le cognac, effectivement, il y a le plan d'adaptation. Et quand on parle des responsables de la profession, effectivement, dont nous sommes, ont pris part au sujet, que ce soit l'UGVC, la FNSEA et les JA. Donc, je rappelle qu'on a plusieurs membres de l'UGVC qui sont déjà dans le bureau de la Chambre, notamment Anne-Marie Vaudon et Didier Bureau. Voilà, donc on est complètement en lien déjà avec la structure. Et puis, nous, on a demandé à ce que ce plan d'adaptation, le nombre d'années qui retrouve un nombre d'années normal sur la possibilité de replanter. Aujourd'hui, c'est 5 ans. C'est l'Europe qui a fait un tour de passe-passe qui nous a un peu piégés dans l'affaire. En tout cas, on redemande à la FNSEA et au JA que ça repasse à 8 ans, voire plus, pour laisser plus de temps à la filière de se réadapter. Et puis aussi, il faut demander, nous on est là pour produire, les chambres d'agriculture sont là pour accompagner les viticulteurs. On a restructuré tout notre pôle viticole à Segonzac en un seul pôle autour de la viticulture et l'œnologie, avec un seul pôle. Et c'est Anne-Marie qui gère ça depuis toujours. Et on a remis en place des accompagnements de viticulteurs pour leur donner aussi les moyens de faire des économies sur la conduite de leur vignoble, de calculer le coût de revient, parce que maintenant, effectivement, il faut vraiment calculer au plus juste pour passer si le rendement est obligatoire, on le baisse pour réguler le marché. Et puis aussi, il faut que dans le même temps, on se prenne en main tous
c'est-à-dire faire la promotion du cognac. Voilà, on a un marché intérieur où on peut boire beaucoup plus de cognac. Voilà, il faut que tout le monde se bouge. Et on a des viticulteurs qui font de la vente directe. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Et il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent le pas et qui fassent le job. C'est un travail qu'on fait aussi au niveau de la Chambre. On accompagne beaucoup tous les producteurs qui font de la vente directe au travers, notamment notre site Pensée Locale, où les viticulteurs vont pouvoir aussi vendre leur production. Maintenant, pour revenir aux autres productions, parce qu'il y a aussi l'élevage, on en a parlé tout à l'heure, et les grandes cultures, et le maraîchage qui est important. Voilà, c'est une des productions qui a progressé, mais qui ne progresse pas assez. Parce que voilà, on a besoin de se moderniser aussi dans nos outils pour pouvoir répondre avec des complexités importantes. Le sujet de l'eau est aussi un sujet, puisque quand vous voyez que les surfaces irriguées ont baissé, c'est forcément capacité de production et d'assurer nos revenus qui baissent en même temps. Et le maraîchage a absolument besoin d'eau. Concernant l'élevage, effectivement, l'élevage allait mieux avec l'augmentation des cours, même si les charges ont augmenté pour tout le monde. En tout cas, les cours ont moins baissé pour l'élevage, et tant mieux pour nos éleveurs, ils en avaient vraiment besoin. Par contre, c'est le sanitaire qui est venu nous rejoindre. Donc, quel était le rôle de la Chambre? Ça a été d'organiser des réunions sur le terrain. Et on l'a fait aussi au niveau syndical, vers les éleveurs, pour expliquer ce que c'était que la MHE, ce que c'était que l'FCAO, et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour... Est-ce qu'il faut vacciner maintenant? Il faut attendre, etc. Donc voilà, on a travaillé avec le GDS aussi pour pouvoir apporter les bons conseils aux agriculteurs. Spécialistes, chefs catarrhes, etc. Voilà. Et ça, ce qu'il faut, c'est mieux accompagner et donner les bons éléments. Et c'est et au sein de notre équipe, on a aussi des responsables qui connaissent très très bien les sujets, quelles que soient les filières. On a parlé de la viticulture, mais sur l'élevage, c'est pareil. Et puis sur les autres sujets également. Sur voilà. la Charente dans 10 ans, brièvement. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en zone intermédiaire. Donc nous, ce qu'a été notre travail au sein de la région, mais aussi au niveau national, c'est de faire reconnaître ce statut de zone intermédiaire qui n'existe pas en France aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple simple. Quand le rendement moyen du blé en 2024 en Charente, c'est 52 quintaux. En 2022, 52 quintaux, quand la moyenne nationale était à 73. Donc quand on fait la moyenne sur 10 ou 20 ans, notre capacité de production, que ce soit pour produire de l'herbe, du tournesol ou du blé, elle est inférieure entre 20 et 25% par rapport à une exploitation moyenne française. Donc c'est entre 20 et 100 000 euros de moins chaque année, à la fin de l'année, par rapport à une exploitation française. Et on est plutôt autour de 50 000 euros à la fin. Donc on génère beaucoup moins de chiffre d'affaires, donc beaucoup moins de revenus, et ça, quelles que soient les années. Alors en 2024, effectivement, toute la France a été concernée par les aléas climatiques, mais nous, c'est tous les ans qu'on le subit. Je rappelle qu'en 2020, on a eu une sécheresse catastrophique. 2022, on a remis ça. 2024, c'est l'humidité. Et voilà, et on est les premiers. Et moi, on réussira à garder de l'agriculture vivante dans notre territoire, à condition de faire reconnaître ce statut et de trouver des moyens pour mieux accompagner les agriculteurs. Et face au changement climatique, le sujet de l'eau est un sujet. On n'est pas tous d'accord, mais il faudra développer l'accès à l'eau, c'est absolument nécessaire. Quand on voit tous les millions de mètres cubes qui sont encore rendus à la mer, là, c'est inadmissible. Et puis après, c'est aussi peut-être redéployer l'élevage, parce que dans certains territoires, c'est absolument nécessaire. Mais il faudra donner les moyens aux éleveurs de le faire, et aussi socialement, de leur proposer des solutions qui sont acceptables. Voilà, au niveau, on parlait des heures de travail, etc. Donc voilà, aujourd'hui, les nouvelles générations ont des attentes différentes. À nous de leur proposer des outils avec la nouvelle technologie qui leur permettent de faire le métier qu'ils aiment. Est-ce que je peux redire un complément, parce que j'ai oublié d'omettre le rôle de la Chambre d'agriculture et la perspective à 10 ans. Par rapport à ce que vient de dire la FNSEA, je pense que les zones intermédiaires, aujourd'hui, si on en est dans cette situation-là en Charente, c'est aussi parce qu'on est dans un mode de développement agricole productiviste, où il faut toujours produire plus pour gagner de l'argent. Et nous, on pense qu'on peut faire autrement, et qu'il y a aussi d'autres techniques, et le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner l'ensemble des agriculteurs pour aussi s'adapter aujourd'hui à leur sol, au potentiel de leur sol. Et si le potentiel de notre zone intermédiaire, elle est à 60 quintaux de blé, eh bien, il faut peut-être qu'on améliore notre vie du sol. Et je reviens sur la question de l'eau qui est importante pour cette zone-là, avec le bassin de l'Aume-Couture. Aujourd'hui, on a besoin d'eau qui vient dans nos sols. Donc la meilleure eau qui nous coûte le moins cher pour produire, c'est celle qui tombe du ciel. C'est celle qu'on arrive à garder dans nos sols. Donc pour cela, il nous faut des sols vivants. Il nous faut des sols qui sont prêts à donner le maximum. Donc il nous faut une réserve utile. Il nous faut de la matière organique. Donc pour ça, il nous faut de la polyculture élevage. Et on a spécialisé cette zone en céréales. Et aujourd'hui, elle n'est plus productive.
Donc ça, c'est l'exemple même du système, du modèle agricole que vous développez depuis des années. On n'est pas obligé d'être d'accord et je pense que je ne suis pas le seul à pas être d'accord avec vous. Et c'est vraiment pour ça. Nous, on a un réel programme de transition agricole et aujourd'hui, il faut que les chambres d'agriculture accompagnent. Sur le maraîchage, quand la chambre d'agriculture dit on a beaucoup de maraîchers, merci, il y a un technicien maraîcher à la chambre d'agriculture. Heureusement que l'agriculture biologique s'est dotée d'outils pour développer le maraîchage en Charente. Et on a développé et beaucoup installé de maraîchers bio. Et il nous faut absolument qu'on relocalise la production charentaise. Il nous faut recréer des filières. Voilà, on n'a plus ce qu'il faut. Alors, depuis 12 ans que vous êtes à la Chambre, eh bien, on a perdu beaucoup d'outils. Je suis obligé de vous couper. Christian Dano, je sens que vous bouillez. Moi aussi, Non, mais On avance sur d'autres je suis très calme et positif, vous le savez. Et je suis aussi très positif pour l'agriculture charentaise de demain. Alors, Moi, je voulais juste dire sur les zones intermédiaires. Oui, en un mot. Juste dire de faire attention à la contractualisation permanente sur des mesures agro-environnementales parce que du coup, on va arriver en déproduction parce qu'il y a énormément de contraintes sur ces mesures. Donc, il faut faire attention aussi. Il faut quand même produire. Si la mesure, elle apporte aussi un moyen financier pour que les agriculteurs ils transforment leur agriculture et qu'ils arrivent, pour de la à produire, à diversifier, à produire autrement, à bien améliorer sûr, je suis complètement leur système. d'accord. C'est important. Oui, Nous, oui. on pense qu'il La faut justement de plus en plus de mesures pour accompagner la transition agricole, différemment de vous. On poursuit, donc il y a eu une sécheresse, on l'a abordé un peu en 2020, une autre en 2022, trop d'eau en 2024, ce qui a perturbé les semis. Est-ce que la Charente s'est suffisamment adaptée face au changement climatique et d'ailleurs, comment on fait pour mieux s'adapter? On commence par vous, Agnès Rousseau. J'ai déjà commencé à répondre à la question. Je suis désolée, j'avais anticipé. Comment on fait pour répondre à la question? Le Shift Project, je ne sais pas si vous connaissez cette étude, a posé la question aux agriculteurs français et 85% des agriculteurs français sont prêts à faire la transition agroécologique. Donc c'est à nous, c'est notre responsabilité, à la tête des chambres d'agriculture, d'accompagner pour réussir ce cap essentiel, à mon avis, et qui est obligatoire. Là, il faut absolument qu'on change de braquet, je veux dire. Nous, le métier de paysanne et de paysan, c'est de travailler avec la nature. Nous, notre engagement, c'est nourrir les Charentais. Donc, tout ça, ça mérite des moyens, des outils pour accompagner les paysannes et les paysans de Charente à vivre de leur métier, à en être heureux et à participer aussi à répondre aux enjeux de société. Aujourd'hui, on a des enjeux vis-à-vis de l'environnement. Il faut absolument que l'agriculture soit présente sur cet enjeu-là. Donc, il faut qu'on fasse la transition agroécologique. Et nous, on y croit. On le vit dans nos fermes avec les modèles d'agriculture paysanne. C'est un modèle qui prouve qu'on peut maintenir des paysans, qui prouve qu'on peut vivre de ce modèle-là et qu'il faut sortir absolument l'agriculture du productivisme, du libre-échange pour qu'on s'en sorte. Christian Dagnou, pour la FNSEA, jeune agriculteur. Pour l'adaptation climatique. Oui. Et puis peut-être en réponse aussi. On n'a pas fait suffisamment. Mais malgré la volonté qu'on peut avoir nous les professionnels de s'adapter, il faut qu'on trouve en face des interlocuteurs qui sont à la hauteur, que ce soit au niveau de l'État français, au niveau de l'Europe, au niveau de la région. Quand on va reparler de l'accès à l'eau, mais je suis désolé, je veux bien croire que l'eau qu'on capte dans le sol et qu'on garde dans le sol, c'est une bonne chose. Nous, on fait des couverts, on fait des semis directs, on développe cette technique, on a un peu aussi d'élevage. Voilà. Et en tout cas, malgré tout, quand on a une année comme 2020 ou 2022, ça ne suffit pas pour faire face aux aléas climatiques qui peuvent arriver dès le printemps sur les cultures de céréales. Et on a des collègues qui font... Et pourtant, il y a 27 bassines en Charente. Ça ne vous aide pas, ça produire, mais il y a combien d'agriculteurs qui auraient besoin d'irriguer? Il y en a plus de 4000. Voilà. Mais oui, alors pourquoi vous avez fait le choix de faire des bassines que pour quelques-uns et d'accaparer l'eau? On va pas aller sur ce sujet-là. Mais si, il faut aller sur ce sujet-là. Moi je dis, si on veut s'adapter demain, et aujourd'hui, la majorité des consommateurs ont compris qu'il fallait qu'on stocke l'eau qui tombe en excès l'hiver pour l'utiliser quand on en aurait besoin, que ce soit pour l'agriculture, mais surtout pour la souveraineté alimentaire, aussi pour l'eau potable et tous les sujets-là. Donc ça, je sais qu'on n'est pas d'accord, et je suis bien d'accord. C'est important que les gens sachent qu'on n'a pas du tout le même avis sur le sujet. Alors c'est bien que vous en parliez, on avait volontairement voulu éviter ce sujet parce qu'on savait très bien qu'on ne vous mettrait pas d'accord aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est que là aussi, il y a des choses qui se font en département, mais au niveau régional. Ce qu'il faut, c'est s'engager au niveau de la chambre régionale pour travailler les dossiers. Je suis adaptation climatique, on travaille à ce niveau-là. Moi, je m'implique beaucoup à ce niveau-là, d'autres collègues aussi.
On a La question, c'est organisé comment on fait mieux. Vous dites on n'a pas fait Alors, assez. comment c'est comment vous faites mieux? Eh ben, c'est aller Pour les prochaines défendre dans différentes instances les autorisations de création de réserves, que ce soit des réserves de substitution ou des réserves Et ça, vous collinaires. le faites déjà. Oui, mais il faut aller convaincre le Conseil régional, il faut aller convaincre l'État, il faut que la loi bouge. On a quand même nos réserves. On doit avoir un projet avec les citoyens qui partagent l'eau sur le territoire. Mais on avait ne peut pas continuer de s'accaparer l'eau pour un tout petit nombre d'agriculteurs. On avait un projet qui était validé par Non. l'ensemble des opérateurs, dont les associations environnementales. Et ces mêmes associations environnementales ont été au tribunal pour casser le Non. projet. Donc il faut arrêter. Non, Donc, aujourd'hui, la problématique, on sait très bien que les bassines, ce n'est plus un projet d'avenir. Vous voulez stocker de l'eau dans du plastique, la mettre à l'air Agnès, libre. on peut quand même stocker de l'eau aussi facilement dans des zones où on peut stocker de l'eau, où il y a de l'argile, où la contre l'irrigation. Et attendez, moi je vais juste clôturer. Donc nous, évidemment, on est aussi pour le stockage de l'eau, mais où on va tous se mettre d'accord, c'est que l'électricité étant en augmentation permanente, je pense que les agriculteurs vont vite comprendre qu'ils ne vont pas pouvoir arroser. Et d'ailleurs, dans votre présentation au début, vous avez bien montré que les irrigants sont de moins en moins nombreux. Les coûts sont tellement prohibitifs que, bon, mais il n'empêche qu'il nous faut de l'eau quand même, ne serait-ce que pour le maraîchage, si on évolue nos pratiques, si on fait de la diversification, on sait qu'on a quand même besoin d'eau pour tout ça. Mais on a de l'eau, c'est simplement comment on la répartit. À quoi on la priorise. On n'a pas du tout les mêmes points de vue, c'est une très bonne chose. Dans les prochaines années. Honnêtement, je pense que les agriculteurs... On va s'adapter aussi sur le changement climatique en faisant des nouvelles cultures. On a déjà commencé à s'adapter. Diversification. Voilà, il y a des essais, il y a tout ça, on continuera à y travailler, évidemment, au niveau régional, s'il le faut, partout, au niveau... Moi-même, sur mon exploitation, j'essaie de prôner des choses nouvelles. Voilà, il faut... C'est comme ça qu'on y arrivera. Monsieur Chapuzet. Au niveau de l'eau, moi je pense qu'il faudrait promouvoir l'eau pour l'humain, les animaux, et après les céréales. Il faut d'abord que ce soit l'humain qui passe en premier. Après, on peut améliorer plein de choses avec les couverts, trouver de nouvelles variétés de couverts qui fassent plus de rétention d'eau. Mais il n'y a que par les essais qu'on pourra. On peut pas trouver comme ça un produit, quelque chose de miraculeux qui va se faire tout seul. Il faut faire des essais, il faut se tromper pour pouvoir essayer d'avancer plus. Et il faudrait le maraîchage, s'il n'a pas d'eau, il n'y a plus de maraîchage. On le sait. Donc il faudrait essayer de promouvoir le maraîchage. On met l'humain en priorité, c'est très bien, mais enfin il faut qu'on mange quand même. Donc c'est quand même assez indispensable. Et du coup, si on doit faire venir des choses de très loin qui elles ont été arrosées, où est l'intérêt quoi. Voilà, il faut faire attention à tout ça aussi quoi. Moi je pense qu'il faut prioriser l'eau sur l'alimentation humaine. C'est ce que je pense que ça voulait dire M. Chapuzet. Donc, ça veut dire, on utilise l'eau que l'on a en Charente pour l'irrigation, des cultures pour l'alimentation humaine, locale en priorité, après pour les animaux, mais on arrête d'utiliser l'eau pour faire des cultures d'exportation. Alors, je peux dire un mot simplement. Aujourd'hui, donc l'irrigation a fortement baissé en Charente, malheureusement. Donc, c'est des exploitations souvent qui ont arrêté, pas de succession. Donc on a perdu de l'économie, on a perdu du potentiel de production. Pour moi, c'est vraiment dommageable. Par contre, là où on ne fait plus de culture irriguée, qui était plutôt du maïs, qui était voué notamment à l'alimentation animale, aujourd'hui on fait plus de blé, qui lui, effectivement, aujourd'hui est exporté. Donc voilà, donc des fois il y a des contresens et de ramener de l'irrigation sur nos territoires, c'est ce qui va nous sauver. Si on veut faire plus de protéines demain, plus de légumineuses, là aussi l'eau sera indispensable. Et quand on parle des projets qui ont été portés par la Charente, le plan protéines, donc de diversification de la Nouvelle-Aquitaine, qui a été porté par la Chambre régionale avec le Conseil régional et l'État. Donc c'est nous qui l'avons présidé, la Charente, pour la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, ce plan protéines, il a permis quoi? Il a permis d'aller financer des équipements pour les agriculteurs. Il a permis d'aller financer les investissements d'entreprises Champs de Grains, aujourd'hui, qui est un superbe outil pour trier les grains de plusieurs organismes. On a aussi financé la ferme de Chassagne via le plan protéines. Et tout ça, c'est nous qui l'avons porté. Voilà, pour que les entreprises locales puissent bénéficier d'aide à l'investissement. Et c'est une bonne chose, puisque ça permet de développer les protéines sur le territoire. Des protéines vouées à l'alimentation animale, bien sûr, qui évite des importations de soja, mais aussi des
des légumineuses, notamment des pois chiches, des lentilles, des haricots, qu'on a besoin de développer. Et il faut absolument développer. Et il faut des outils. Parce que grâce aux accords de libre-échange avec lesquels vous êtes d'accord, nous signons un CETA qui permet au Canada d'exporter énormément de lentilles et de pois en France. Ouais. Donc aujourd'hui, à mon avis, au lieu de vouloir absolument dire il faut irriguer, mais développons encore plus les protéines. Le plan protéines, c'est ça. On a fait le job, je pense, sur ce sujet. L'alimentation humaine, surtout des Plan légumes protéines qui a été À ce niveau initié de sous détail. notre mandat, on peut le rappeler. Est-ce que Allez, on- Oui, c'est pas ah tout à ben, fait. Non, Laetitia, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, continuer ouais. sur l'adaptation au changement climatique, mais en mettant de côté le Oui. sujet de l'eau. Agnès Rousteau-Fortin, tout à l'heure, vous parliez des paysans qui étaient prêts beaucoup de paysans étaient prêts à faire la transition agroécologique. L'un des arguments de beaucoup d'autres pour résister aux aléas climatiques, c'est aussi d'avoir accès aux produits de traitement. L'ONG Génération Future a publié récemment la carte de France des achats de pesticides par département. Et la Charente est classée 14e avec notamment 132 tonnes de glyphosate achetées. Alors, c'est moins que certains départements voisins, comme la Charente-Maritime ou la Gironde. Mais alors que de nombreuses études désormais pointent le risque sur la santé à la fois des agriculteurs ou des salariés agricoles ou même des riverains. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en passer? Et d'ailleurs, faut-il s'en passer? Agnès Rousteau-Fortin, c'était à vous. Je crois que j'ai été claire déjà avec la Confédération paysanne, on est clair pour ça, il faut s'en passer. Il faut qu'aujourd'hui, nous arrivions à produire en utilisant le moins d'intrants possible, parce que déjà aussi, c'est des charges importantes, les intrants aujourd'hui sur les fermes, et parce qu'il y a des enjeux environnementaux, de santé publique, de qualité de l'eau et de l'air. On le sait très bien en Charente qu'on a des gros problèmes de pollution d'eau, notamment, et de l'air aussi. Donc, il faut absolument qu'on accompagne les agriculteurs pour pouvoir avoir des techniques où on a moins besoin d'utiliser les pesticides et les intrants en général. L'agriculture biologique est un exemple, mais il y a aussi d'autres possibilités. Et surtout, il faut qu'on ait des MAE fortes, aujourd'hui des mesures environnementales qui soutiennent l'agriculture et les agriculteurs pour leur permettre de vivre cette transition. Et donc ça, pour nous, c'est un point fort. On sait que la FNSEA n'a pas voulu augmenter le budget des MAE en France. Donc nous, on a bataillé pour que justement, on puisse continuer à avoir ces aides au maintien de l'agriculture biologique, mais aussi des aides à l'accompagnement vers l'agroécologie. Merci beaucoup. François Chapuzet, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir du rendement en viticulture, par exemple, sans produits de traitement, ou est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Alors, il y a des nouvelles variétés qui sortent là, qui vont être mis à la viticulture pour 10 ans, pour faire des essais dessus. Ils nous annoncent quand même 70% de produits de traitement en moins. Mais produits de traitement phyto. En désherbant pour le glyphosate, le problème de supprimer le glyphosate, ça serait très, très, très bien. Sauf que le problème à ce niveau-là, c'est qu'on va augmenter le prix de revient du travail hectare. Enfin, avec un travail mécanique ou autre, on explose les coûts. Et c'est dommage. C'est dommage, mais à la période où on est, c'est pas très bien d'exploser les coûts. Le supprimer, oui, mais ou le remplacer par quoi? Quelque chose de moins toxique, moins... Le désherbage mécanique, ça fonctionne très bien. Oui, mais les prix de revient à l'hectare. Mais il faut des mesures agro-environnementales qui soutiennent l'agriculture pour pouvoir mettre ces pratiques en place. Oui, il n'y a pas d'autre solution, de mon point de vue. Il faut du personnel, il faut de tout. Bien sûr, ça crée de l'emploi, c'est très bien. Laetitia Plumat, vous voulez réagir? Oui, alors je pense que sur la partie viticole, il y a déjà eu des énormes efforts de fait. Et c'est très bien, c'est parfait. Les panneaux récupérateurs, on met quand même beaucoup moins de quantité de produits. Ça, c'est quand même... il y a eu des grosses avancées là-dessus. Après, il faut faire attention aux chiffres parce qu'il faut savoir qu'en Charente, on a nos centrales d'achat pour tous les gros négoces, Océalia, Pifto, Phytosem, elles sont sur la Charente. Donc ça fausse un petit peu les données. Si on veut se comparer avec d'autres départements, il faut faire attention. Alors oui, pour la baisse de phyto au maximum, mais sans solution en face, ça me paraît compliqué, quoi. Bien sûr qu'on est les premiers, de toute façon, à être confrontés et face à ces produits. Donc oui, il faut essayer de baisser les produits phyto. Merci beaucoup, Christian Daniel.
Oui, alors par rapport à l'accompagnement agroécologique, Agnès, ça parlait des MAEC, effectivement, c'est un dossier important et ça fait partie des sujets qu'on a travaillé à la Chambre d'agriculture et c'est encore la Chambre d'agriculture de la Charente qui a porté le dossier des MAEC zones intermédiaires destinées au maintien de l'élevage et des prairies permanentes et dans lequel on a intégré tous les agriculteurs biologiques, voilà, qui n'était pas évident. Et c'est moi qui le porte, donc je sais ce que... Et on a très bien travaillé, et pas que pour la Charente, pour l'ensemble des dossiers du Poitou-Charentes. Donc ça, je suis d'accord, il faut un minimum de moyens pour accompagner. Quand on parle des alternatives, donc pour nous, hein, le message il est clair, c'est pas d'interdiction sans solution, quelles que soient les filières. Ça, on le répète depuis longtemps. C'est quoi les solutions alors? Comment? C'est quoi les solutions? Eh bien, c'est de continuer à aller chercher, à faire... voilà, une des solutions, je l'ai amené avec moi. Quand on parle de viticulture, voilà. Vous voyez ce pied de vigne là? Ça, c'est du luminant. Donc c'est un nouveau cépage qui a été créé par l'INRA et le BNIC, donc qui est résistant au mildiou et à l'oïdium. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions, mais il va falloir du temps. C'est-à-dire, et le jour où la société fera le choix de mettre un peu plus de moyens dans la recherche génétique, de se donner les moyens, on ira plus vite. Voilà, donc, et surtout quand on est sur des cultures pérennes, le temps. Parce que là, on va partir, il va rester combien de temps, voilà, donc. Mais ça fait partie des solutions qui sont valables pour la viticulture, qui sont valables pour l'arboriculture, qui sont valables pour les grandes cultures. Alors, on va plus vite sur les autres cultures, céréales, etc., parce que c'est des rotations sur un an, donc la sélection est plus vite, mais sur les cultures pérennes, c'est beaucoup plus long. Mais voilà, on a quand même des choses qui commencent à arriver, qui sont intéressantes. Et en attendant, tant qu'on n'a pas de solution, il faut qu'on garde nos moyens de production. Et on l'a vu, moi, quand je discute avec des collègues viticulteurs qui, au mode pendant cette année, avec toutes les pluies qu'on a eues, qu'on avait ras la casquette d'aller protéger leur vigne, parce qu'ils avaient fait le choix de travailler avec des produits de biocontrôle qui se faisaient laver tous les jours, donc il fallait repasser, etc. Quand on parle de socialement, c'est pas acceptable, hein. Quand on est obligé de bosser tous les jours, tous les week-ends pour ça. Et sur le désherbage mécanique, quand on est une année humide comme 2024, je vous mets au défi de réussir le désherbage mécanique, quelle que soit la production. Mais socialement, ouais. la société aussi attend cette évolution et peut-être oui. pas dans un délai qui est celui de la recherche 10, 20, 30 ans. Voilà, après, c'est pas compliqué. On a commencé à interdire des choses en France par rapport à notre pays voisin. On l'a vu sur la noisette, on l'a vu sur la cerise. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Ces productions-là sont on risque de voir disparaître ces filières, tout simplement. Donc, et tout ce qu'on ne fera pas, tout ce qu'on s'interdira de faire en France, de toute façon, nos voisins le feront. On le voit en légumes avec les Espagnols, etc. Donc, pour combien de temps, moi je m'adresse aux citoyens, combien de temps on va accepter de faire manger à nos enfants une alimentation qui est produite et que nous, agriculteurs français, nous n'avons pas le droit de produire. Voilà, ça, c'est... Parce que justement, on importe. C'est la difficulté du juste équilibre. Voilà, quoi, on importe, Oui, pas de surtransposition. C'était le discours que vous... Et on en a besoin. Ces solutions, on en a besoin. Et 2024 nous l'a prouvé. 2024, on a été dans le mur au niveau climatique. Quelles que soient les productions, on a vu les conséquences que ça peut avoir. On parle de la noisette, mais on parle aussi des maladies qu'on a pu avoir sur les céréales, sur le maïs, sur d'autres cultures. Sur la vigne et l'arbre, ça a été très très compliqué à maîtriser. Donc si on n'a pas de solution, c'est pas compliqué. Hein. Une autre année comme 2024, les gens ils vont plier les gaules. Hein. Oui, parce que c'est trop. Il peut y avoir également les problématiques sanitaires sur le blé après, une fois qu'il... Tout à fait. C'est très très compliqué. Hein. Quand on est complètement bio, garder des blés bio pour qu'ils soient sanitairement mangeables, consommables, c'est difficile aussi. Il faut faire attention. Oui, c'est difficile, mais notre métier est difficile sur plein de contraintes. À un moment donné, il y a quand même des gens qui y arrivent en Charente. Hein, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, oui, tant mieux sur de la vente directe. Oui, c'est très possible. Oui, bien sûr. Donc c'est comment, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment vous, moi, à la tête de la Chambre d'agriculture, on accompagne pour ça. Des solutions, il y en a aussi sans utiliser les produits. Et il y a des outils aujourd'hui, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a plein de gens qui expérimentent et ça fonctionne. Donc, ce qui est important, je reviens sur ma base, c'est aujourd'hui qu'on ait des prix payés. Sur nos produits et que si on fait du blé avec plein d'intrants et que le blé il est payé 150 balles, eh ben non, il faut qu'on arrête ça. Donc il vaut mieux qu'on soutienne les agriculteurs à faire peut-être moins de blé, mais du blé de qualité
Voilà, qu'on mette l'argent public pour produire des blés de qualité. C'est bon pour la santé de nos Charentais, c'est bon pour notre alimentation, tout est bénéfique. Merci. Donc je ne vois pas Agnès. pourquoi vous ne voulez Si. pas y aller. Ah si, Et on le fait déjà. Enfin, Je suis obligé de- Ça marche pas pour toutes l'agriculture, ça, toutes d'accord. les agricultures sont Eh ben, sans traitement, vertueuses. Oui, c'est ça. Allez, Mais on passe au deuxième thème. C'est pas sans traitement. Merci Simplement, pour, juste pour on peut revenir pas- sur le on peut blé, pas on nourrir fait du tout le blé. monde. On fait du blé de qualité en Charente et on est le seul département qui produit le blé pour faire la farine, c'est Guy le patron. Et il est fait en Charente. Voilà. Très bien. Merci pour cet état des lieux et ces perspectives de la situation agricole dans le département. Alors pour continuer un peu sur la façon de s'adapter notamment aux aléas climatiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a la diversification qui permet aux paysans de trouver un revenu complémentaire à leur production initiale. On va aborder un autre pan du sujet de la diversification, celui de la production d'énergie, notamment du photovoltaïque sur les surfaces agricoles en Charente, en vous proposant un petit schéma. Ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture qui nous disent qu'entre 2010 et 2020, la production d'énergie renouvelable sur les exploitations agricoles a bondi de 700% en Charente. Et selon la préfecture de Charente, depuis 2020, 50 demandes d'autorisation d'installation de projets photovoltaïques sur les surfaces agricoles ont été faites. 9 projets ont été autorisés, 6 ont été refusés, 1 a été abandonné en cours d'instruction par son porteur de projet initial, et tous les autres sont en cours d'instruction. On vous propose d'abord d'écouter un extrait de l'émission Secret d'info diffusée sur France Inter le 4 janvier dernier, où une éleveuse charentaise témoigne en dénonçant les pressions des promoteurs d'électricité dans le département qui peuvent exister aujourd'hui. Écoutez ce qui est arrivé par exemple à Noéma Bélinger. Elle est éleveuse à Chassier, en Charente, et elle n'est pas du tout favorable à ce type de projet. Et elle l'a fait savoir. Malgré ça, voilà ce qu'elle a vécu. On a commencé à recevoir énormément de coups de téléphone, jusqu'à 10-15 coups de téléphone par jour, des courriers nous sollicitant pour des rencontres, etc., dont un courrier où est ajoutée une photo du plan cadastral où nos terrains sont délimités, et c'est 20 hectares. Ils nous expliquent que ça les intéresse et qu'ils veulent absolument les récupérer, machin. Et depuis, c'est incessant. On a des véhicules qui viennent, qui tournent dans notre cour, etc. Donc on est absolument harcelés. Voilà. Alors, pour ou contre le photovoltaïque au sol, et y a-t-il en Charente un harcèlement des promoteurs, comme on vient de l'entendre sur ce témoignage? Peut-être pour commencer, Christian Dagneau. Alors, déjà, il faut faire la différence entre le photovoltaïque et l'agri-photovoltaïsme. Eh bien, allez-y. Voilà, donc nous, en 2000, donc c'est un sujet sur lequel on s'est emparé en Charente, au niveau de la Chambre, mais aussi au niveau de la FNSEA et des JA, puisqu'on a été un des premiers départements à écrire une charte pour essayer de régler pour essayer de canaliser un petit peu ces projets. Effectivement, il y avait une pression très très forte de porteurs de projets qui venaient pour justement le fait qu'on soit en zone intermédiaire. On était des sujets voilà, bien trouvés pour développer ces projets. Donc nous, on a vu ça et on a écrit cette charte. La satisfaction qu'on a, c'est que pratiquement 90% de ce qu'on avait mis dans notre charte a été repris au niveau national, puisque maintenant on a un décret qui a été publié au mois de mars l'année dernière avec une loi et des décrets d'application. Voilà, donc tout ce qu'on avait mis dans la charte est à peu près respecté, donc on est plutôt assez content du travail qu'on a fait. Et pendant toutes ces années, on a reçu des projets, donc là aussi on a été obligé de se doter de nouveaux moyens pour accompagner les projets, et puis les bons et les mauvais d'ailleurs. Et donc on reçoit à peu près tous les mois et demi entre 4 et 5 porteurs de projets depuis 2020. Et pour essayer de les canaliser, leur dire ces projets-là, on n'en veut pas, et bien leur expliquer ce que c'est que l'agri-photovoltaïsme. Et nous, dans notre charte, on a dit qu'on était contre le photovoltaïque au sol. On priorisait le photovoltaïque sur les bâtiments, éventuellement sur les parkings, les zones enfin pas en friche, mais des zones de carrière, etc. Et après, si on avait besoin effectivement de répondre aux enjeux de production d'énergie renouvelable, et on sait qu'on a besoin d'y répondre, et en Charente, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres départements, notamment on a très peu de méta, eh bien, dans ce cas-là, on est ouvert à discuter. Et par contre, ce qu'on veut, ce n'est pas des projets de production d'énergie, c'est des projets agricoles, voilà, avec un vrai porteur de projets agricoles. Et c'est vrai que notre position, qui est relativement ferme, fait beaucoup de déçus. Pour ça, vous n'avez pas beaucoup de dossiers qui ont été validés. Il y en a beaucoup qui sont en attente, parce que justement, il n'y a pas de porteur de projets agricoles. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à ce qui a été écrit dans le décret, qui correspond à ce que nous, on souhaitait. Et à condition, si on répond à ces conditions-là, oui, on peut développer des projets d'agri-photovoltaïsme. Et en plus de ça, nous avons été missionnés par l'État, des chambres d'agriculture, pour produire un document qu'on appelle un document cadre sur le photovoltaïque à sol,
sur lequel on a été obligé d'identifier toutes les parcelles cadastrales du département et de donner la position de la profession si on était d'accord pour que le photovoltaïque soit possible sur telle et telle parcelle. Voilà, donc là, ça va passer à l'étude bientôt. Voilà, mais on a fait le job en 2024, donc c'est un job supplémentaire qu'on nous a demandé, que l'État nous a demandé, qu'on a fait dans les plus brefs délais. On a mis les moyens pour le faire. Donc pas de harcèlement sur le terrain Si, il y avait du harcèlement. Mais aujourd'hui, et ce harcèlement, il peut continuer. Mais nous, justement, ce qu'on dit à tous les agriculteurs, à tout le monde, appelez la Chambre d'agriculture et on vous accompagnera. Voilà, en tant qu'agriculteur. Et on a aussi appelé par des porteurs de projets, plutôt des énergéticiens qui ont des ambitions. Mais on leur Précisons explique. que Et maintenant, ils viennent nous voir pour savoir comment doit être fait le projet la avant de définition présenter. de l'agrivoltaïsme a été faite par décret très récemment, en fait, au mois d'avril dernier. Donc, Oui. ça peut impliquer- Mais ça correspond tout à fait à ce que nous, on avait mis dans notre charte. Laetitia Pluma. Oui, alors nous, à la CR, on est complètement... on se dit que la bonne terre, c'est celle qui fait vivre l'agriculteur. Hein. Donc, l'agrivoltaïsme, on est complètement pour. Hein. D'ailleurs, je vois pas... Enfin, pour nous... D'ailleurs, on avait commencé... Pendant notre mandature, je me souviens, on avait fait le premier salon des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine à l'Oisellerie en 2018. Donc voilà, ça prouve bien que nous, on est pour. Maintenant que ce soit bien cadré, c'est tout à fait normal. On ne peut pas effectivement mettre du photovoltaïque sur une terre très fertile. Ça nous semble pas possible. Sur les bâtiments au maximum, bien sûr. L'élevage sous les panneaux, c'est très bien. Je pense que, en plus, l'intérêt quand même du photovoltaïsme, c'est que c'est réversible. Hein. Si un jour on a besoin de produire davantage, on peut très bien enlever les panneaux. Bien souvent, c'est assez simple à faire. Hein. Donc, il ne faut pas non plus se braquer, je trouve, là-dessus. Voilà. Donc vous êtes favorable Oui. dans la mesure où c'est encadré Encadré. D'accord. Et par contre, on ne laissera pas d'agriculteur sans solution. C'est-à-dire que si on lui dit non, qu'on explique pourquoi on lui dit non, parce que ça, c'est important. Et puis que si vraiment c'est quelque chose qui doit être encouragé sur sa ferme pour pouvoir survivre aussi, hein, pour pouvoir vivre de ses productions, eh bien, essayer de trouver une solution avec lui. Merci beaucoup. François Chapuzet. Nous, on est contre la perte d'un hectare pour du photovoltaïsme. Après, faire des toitures, c'est très bien. Au moins, on valorise quelque chose. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas le valoriser pour tout. On ne peut pas faire de photovoltaïsme sur de chez à haute vie. C'est strictement interdit. En viticulture, c'est gênant. Mais il faut essayer de pouvoir trouver d'autres supports, mais pas un hectare de terre agricole pour faire ça. C'est simple. Et nous, à la Confédération paysanne, on est contre aussi l'agrivoltaïsme au sol. Pour nous, on se dit qu'actuellement, les agriculteurs recherchent du revenu. Donc, on leur fait miroiter que l'agrivoltaïsme peut être un revenu. Mais bon, ce n'est plus un revenu agricole. On ne peut pas en vouloir à ces agriculteurs-là qui cherchent des solutions. Mais nous, en tant que syndicat agricole, et si on est à la Chambre d'agriculture, on ne veut pas de panneaux photovoltaïques au sol aussi. On veut absolument que notre métier reste celui de produire des produits agricoles et de ne pas être des énergéticiens. Voilà. On pense qu'il n'y a pas assez de recul sur l'agrivoltaïsme aussi. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau, quoi. Alors, dans un article que Charente Libre a... Vous souhaitez réagir ? Oui, je voulais rajouter un point sur le fait qu'on est à peu près tous d'accord que sur les bâtiments, c'est une priorité. Et ça peut aussi être une solution pour aider nos éleveurs ou nos céréaliers ou nos viticulteurs, selon ce qu'ils ont besoin d'investir. Sauf que lorsqu'on fait une demande d'autorisation de construire un bâtiment, donc ça passe en commission départementale qui est la CDPNAF. Et ce que je regrette quand même, c'est que nous, souvent à la FNSEA, au JA et à la Chambre, on est aux côtés de l'État pour porter les projets des jeunes notamment, et qu'on a nos syndicats opposants qui votent systématiquement contre ces projets-là. Et donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, il ne faut pas aussi... on soutient certaines choses, et dans le cas, et en commission, on vote contre. Donc là, il y aurait besoin de mettre un petit peu d'ordre sur ces sujets-là. Tu m'as écarquillé les yeux. Non, mais j'ai pas du tout connaissance de ça, donc je suis très étonnée. Je peux vous faire les comptes rendus. C'est confidentiel. Hein, mais oui, si c'est confidentiel. Déjà. Mais bon, vous avez chacun un représentant. Ouais. Et je suis assez surpris que certains de vos représentants votent contre des projets, notamment pour des jeunes. Et on a réussi des fois à faire passer... Tu parles des projets d'agrivoltaïsme ?
Non, des projets de Photo. bâtiments. De bâtiments. Bah, de euh, bâtiments. Avant sa naissance, Ça vous- dépend Ah, de non, la moi, j'ai maîtrise du aucune bâtiment, connaissance. de Non, sa mais voilà. grandeur et de Mais son justement, exposition. Et aussi enfin, de son ça me impact sur surprend. l'environnement. ceux qui nous entendent le sauront. mais- Alors, On est va plutôt continuer. favorable. donc. Alors, dans un article que Charente Libre a publié en novembre dernier, une éleveuse d'Ivrac et Maléran pointait le risque d'artificialisation des terres. Elle a couvert en panneaux au sol 23 de ses 117 hectares de prairies, des infrastructures entièrement démontables. Et elle disait, je la cite, « Aujourd'hui, certains opérateurs prévoient de monter les panneaux sur des structures en acier léger, plus économiques, mais plus fragiles, ce qui fait que pour les monter correctement, ils expliquent ne pas avoir d'autre choix que de bétonner. » Est-ce qu'on n'assiste pas là, finalement, déjà à de premières dérives, Christian Daillot? Alors, là aussi, dans les consignes, c'est d'éviter de mettre du béton. Donc, ça, c'est. Voilà, donc, il y a des. Là aussi, entre les porteurs de projets qu'on a rencontrés en 2020 et ceux qu'on rencontre aujourd'hui, il y a une évolution énorme dans les technologies. Voilà, donc, là aussi, ce qui au départ, on leur donnait une contrainte et on leur disait, il ne faut pas y aller. Ils nous disent, non, on y va quand même. Allez-y. Hein. Et puis, ils reviennent 1 an ou 18 mois plus tard avec exactement le projet qu'on leur a proposé. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'il y a des consignes à respecter. Et voilà, ils évoluent. Hein, donc, ça veut dire qu'ils en ont un peu encore sous la pédale. Donc, ils peuvent s'adapter. Et ce n'est pas l'agriculteur qui s'adapte et le terrain qui s'adapte au projet de l'agri-photovoltaïsme. C'est l'inverse. Le porteur de projet doit s'adapter au projet de l'agriculteur. Voilà. Que ce soit de l'élevage, des grandes cultures, etc. Ou de l'arboriculture, parce que ça sera aussi la solution pour la protéger demain. Agnès Rousteau-Fortin, sur ce risque? Ouais. En effet, aujourd'hui, l'agrivoltaïsme a été bordé par un texte de loi, je crois, et donc il ne faut pas que l'artificialisation représente plus de 10% de la parcelle. Donc on n'en est pas encore là dans beaucoup de cas. Donc pour nous, il ne faut pas artificialiser en plus de nouvelles terres en Charente. Il faut qu'on garde nos terres nourricières. Et donc voilà, des panneaux sur nos hangars, mais pas sur nos hectares. Une réaction, du coup, Laetitia Pluma, et votre position sur la question, Oui, notamment bah, sur la protection des terres nourricières dont on parlait? oui, bah, Agnès. je suis, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le photovoltaïque sur des terres fertiles, c'est quand même dommage. Par contre, on a tous des fois des petits bouts de terre chez nous où vraiment il y pousse rien. Là, ça peut être une solution parmi d'autres, bien sûr les bâtiments. Et puis pour l'élevage, c'est quand même différent. Mettre de l'élevage sous les panneaux, ça n'engendre pas de perte d'exploitation. Enfin, François Chapuzet? Ma position n'a pas changé. Nous, on n'est pas pour. Hein. Pour nous, ça sort d'agriculture. C'est un revenu qui est à faire comme ça. On pourrait passer toute une partie de sa position d'exploitation comme ça, et le revenu serait fait hors agriculture. Donc après, c'est plus. On peut pas faire le même élevage avec des panneaux que des bovins avec des panneaux. Pour l'instant, on n'a pas quoi. Et Si, ça existe. ça existe, mais c'est Ça pas. existe. Faut voir le béton qu'il faut mettre. Hein. Oui. C'est toujours pareil. Donc, si on veut pas de plus de 10% de béton, c'est énorme, 10% de béton sur une. Il n'y a pas 10% de béton. Hein. Ah non, mais il y a eu des projets avec ça. Hein. Par contre, C'est énorme. Hein. Non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop cher à sortir. On ne se bat pour ça. Alors, Ok. une dernière question pour clore ce sujet de l'agrivoltaïsme. Un autre argument contre ce type de projet concerne la flambée des prix des terres agricoles, qui peut rendre difficile l'installation de nouveaux agriculteurs. On a en tête l'exemple de la petite commune d'Adrier, dans le sud de la Vienne, à moins de 40 km de Confolens, où 629 hectares de terres d'élevage ont été rachetés plus du double du prix attendu. À ce prix-là, on peut se demander qui voudra louer à des jeunes en phase d'installation. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque par rapport à ça? François Chapuzet, peut-être? Ben, le problème est toujours pareil, c'est que les grosses exploitations ont des moyens qui sont supplémentaires et qui, pour s'agrandir encore plus, mettent plus d'argent sur la table. C'est gênant, mais il faudrait déjà essayer de promouvoir un peu le portage, ce que fait la SAFER, hein, ce qui est pas mal. Ça permet que ce soit des non-agriculteurs, hors milieu agricole ou enfants d'agriculteurs, avoir un portage, ça permet d'installer des jeunes pour pas trop cher. Ils s'installent sur plusieurs années sur les terres, c'est quand même très appréciable. Hein, parce qu'autrement, c'est pas possible. On voit au niveau, je parle toujours du niveau milieu viticole parce que c'est ce que je connais le mieux. On a vu passer des terres à des demandes de prix pour planter de la vigne qui était. Bon, ça sera de se calmer, ça. C'est la seule bonne chose pour moi.
Mais non, faut enrayer ça au plus vite possible. C'est bien pour ça que, du coup, un cadrage est nécessaire. Hein. Donc, il faut éviter, évidemment, que les terres flambent. Ça, Mais est-ce que c'est évitable ? Justement, en cadrant au maximum, en limitant peut-être... Et le photovoltaïque fait monter le prix des terres aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça. D'où la question, est-ce que c'est... Mon point de vue, hein, si on regarde les projets qui sont prévus au niveau national, ça va représenter moins de 1% de la surface. Hein, donc bien en dessous de 1%, donc ça ne représente pas grand-chose. Si on est sur des terres à très faible potentiel, le potentiel de ces terres-là, est déjà, en termes de prix, est déjà mauvais. C'est-à-dire que moi, je crois quand même que dans certaines parcelles, ça peut amener une réponse à l'adaptation climatique. C'est-à-dire, si ça nous protège aussi des coups de chaud, des canicules, du manque d'eau, ça nous permet d'économiser de l'eau, ça nous permettra peut-être de produire un peu plus d'herbes ou de culture dessous les panneaux. Et c'est aussi notre mission, nous, à les chambres, et c'est ce qu'on dit à tous les porteurs de projets. On veut absolument un suivi technique avec des témoins. Voilà. Et ça, ça fait partie aussi de nos demandes. Ce n'est pas dans le décret, mais c'est nous qui le demandons. Donc chaque projet doit avoir une partie témoin. On ira expérimenter. On va comparer exactement ce qui se passe sous les panneaux et à côté pour pouvoir répondre à la fois aux autres agriculteurs qui ne pourront pas en bénéficier, parce que finalement, tout le monde n'en bénéficiera pas, mais aussi répondre à la société, savoir est-ce que ces projets-là répondent aux enjeux de la souveraineté, de la sécurité énergétique qu'on a besoin, et en même temps ne compromettent pas la production agricole, et dans quelles conditions, et quelles sont les espèces qui sont les mieux adaptées. Là aussi, quand on parle de prairies, certains arrivent, ils ont 2 ans de référence. Non, 2 ans de référence, c'est rien. Voilà, on sait très bien l'évolution des espèces. Donc ça, c'est notre travail. Et depuis, on a commencé à faire des suivis sur les anciens projets photovoltaïques. On en a quelques-uns en département, pour voir un petit peu quelles sont les limites. Et on a vu déjà des choses, les limites de certaines solutions. Et justement, ça nous sert pour conseiller les nouveaux. Voilà. C'est quoi les limites alors que vous avez... Les limites, c'est que quand les panneaux sont trop serrés, sont trop bas, on a difficulté pour accéder sous les panneaux. Et on peut avoir le développement d'espèces qui sont non appétantes pour les animaux, par exemple, et qui se développent. Donc, et comment faire pour les détruire, voilà. Donc, s'il faut y aller manuellement, ça va être compliqué. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, ce que vous dites, pour le moment, on n'a pas vu d'augmentation du prix des terres en Charente. Hein. Enfin, faut quand même ne pas trop se... Pas lié à ça. Pas lié à ça. Dans le Cofolantais, je pense que dans le Cofolantais, on arrive à cette problématique-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plein de cédants, de gens qui veulent partir à la retraite, qui étudient la question de l'agrivoltaïsme dans leurs parcelles pour justement valoriser leurs terres, valoriser leur retraite. Donc si déjà les paysans charentais avaient une bonne retraite, ils ne chercheraient peut-être pas à compléter leur retraite par ce genre de projet. Donc, si on commence à accepter ces projets photovoltaïque dans le Confolantais, et donc c'est bien cette zone-là qui est le plus en danger pour nous actuellement, il faut qu'on empêche que ces terres aillent à l'agrivoltaïsme, il faut qu'elles restent bien à l'installation, et il faut qu'on propose aux cédants une réflexion pour qu'ils puissent arriver à transmettre leurs terres, que des gens s'installent et qu'on maintienne de l'élevage dans cette zone. Si on n'arrive pas à maintenir de l'élevage dans cette zone-là, l'agrivoltaïsme a de beaux jours devant lui. Donc notre rôle à nous, à la Chambre d'agriculture, c'est bien de faire en sorte qu'on garde un élevage fort dans le Cofolantais, qu'on essaye d'installer et de maintenir des éleveurs pour justement faire fuir l'agrivoltaïsme. Alors moi, si je peux complémenter, ça peut être, quand on a un porteur de projet qui arrive en retraite, effectivement, il y a des exploitations qui ne sont pas reprises parce qu'ils n'ont pas investi dans les bâtiments, les structures sont vieillottes et ça ne fait pas du tout envie à un jeune et malheureusement, ce n'est pas reprenable. Donc ça part à l'agrandissement. Et c'est ça qu'il faut qu'on évite. Oui. Et justement, parfois, quand on a des exploitants qui ont réussi à prendre les bonnes décisions, à investir dans des bâtiments où ils ont mis du photovoltaïque dessus, par exemple, ça leur a ramené un peu de confort de travail. Et ces exploitations-là sont plus facilement transmissibles. Et nous, notre rôle aussi, c'est de dire, quand il y a des portes, on favorisera les projets d'agri-photovoltaïque à chaque fois qu'il y aura un jeune derrière. S'il n'y a pas de jeune, on ne veut pas. Alors justement, ça fait le lien avec notre dernier thème, comment assurer la transmission des fermes en Charente. Alors là aussi, on a prévu une petite infographie. L'âge moyen des agriculteurs en Charente est de 52 ans. 29% d'entre eux ont plus de 60 ans, dont 9% ne savent pas ce que va devenir leur exploitation. Alors il y a 40 installations d'exploitation en 2021 et depuis une baisse régulière, même si en 2024... on est à 51 installations. Précisons toutefois que ce sont des chiffres
nous ont été fournis par la Chambre d'agriculture, qui ne sont pas exhaustifs puisqu'ils ne concernent que les installations accompagnées par la Chambre elle-même. Or, toutes les installations ne sont pas nécessairement accompagnées par la Chambre et la MSA n'a pas pu nous fournir l'exhaustivité de ces chiffres. Et précisons aussi que le boom des installations en 2024 peut s'expliquer avec la réforme de l'ancienne DJA, qui est devenue aujourd'hui la dotation nouveaux et jeunes agriculteurs, et l'allègement notamment des contraintes de suivi de cette dotation qui a peut-être pu motiver d'autres porteurs de projets à s'installer. Mais on est quand même sur une tendance de diminution du nombre d'installations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter l'hémorragie paysanne, comme on peut l'appeler, Laetitia Plumat? Eh bien, je pense que déjà, il faut redonner de l'attractivité au métier, mais par le revenu. Hein. Enfin, je veux dire, c'est clair. Quand ça va bien, on l'a vu ces dernières années, la viticulture allait bien, on avait des installations viticoles nombreuses, quoi. Donc, déjà, il faut travailler sur le revenu et puis sauver les fermes qui sont là aussi, parce que celles-ci, si elles partent avant la retraite, elles ne pourront pas être transmises. Ce que disait Christian tout à l'heure sur le fait d'avoir un outil intéressant pour un jeune, moi, enfin, ok, mais après, il ne faut pas que ça devienne intransmissible aussi. C'est ça qui est compliqué. Hein. Faut quand même... Et alors, après, il y a des outils qui sont tout à fait possibles. Des outils qu'on a abandonnés, d'ailleurs. Genre, je ne sais pas, il y avait une aide à un moment sur la transmission... une aide aux cédants de 8 000 €. Je me souviens, à une époque, ça, c'était des choses qui pouvaient enclencher un désir chez le cédant de se dire « Ah, tiens, oui, je vais plutôt confier un jeune plutôt qu'aller à l'agrandissement ». C'était des petites... Même si 8 000 € dans une cessation d'activité, ça ne paraît pas grand-chose, ça donne quand même un petit coup de pouce. Aussi sur le fermage, il y a des efforts à faire. Hein. Il y a plein de choses qui sont possibles. Hein. On pourrait très bien mettre en place un fonds d'avance du fermage de 5 ans, par exemple, pour que le cédant soit plus enclin à donner ses terres en fermage. Il y a des choses comme ça. Mais je pense que faut surtout travailler sur le revenu pour donner envie aux jeunes de s'installer. Parce que faire des heures, enfin bosser comme on bosse, nous, agriculteurs, pour leur proposer à peine un SMIC, ça ne va pas le faire, quoi. François Chapuisat, vous êtes d'accord avec ça? En partie, oui, je trouve que bien résumé. Faudrait essayer d'aider les jeunes avec du portage. Ce que fait la SAFER déjà, c'est très bien. Ça permet de ne pas avoir le foncier sur le dos d'entrée et de pouvoir l'étaler après. Et moi, je trouve ça très bien. Sauf que moi, je vois en viticulture, il y a eu quand même beaucoup d'agrandissements. Ça marchait très bien et il y a eu beaucoup d'agrandissements. C'est pas toujours... Il y a eu des installations, mais il y a quand même eu beaucoup d'agrandissements. On a perdu quand même pas mal de viticulteurs. Et ce qui est dommage. Mais si on ne donne pas de prime au cédant pour qu'il installe un jeune, il va être enclin à plus à le donner à son voisin qui connaît très bien, qui va s'agrandir. Et le problème, c'est qu'il faut trouver les financements derrière pour donner des primes. C'est toujours le même problème. Hein. Agnès Ronceau-Fortin, une réaction? Oui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en 20 ans, on a perdu la moitié du monde paysan. Donc, il faut qu'on arrête ce plan social, en fait. Hein. Il faut absolument qu'on arrive à renverser la tendance et c'est maintenant, tout de suite. On ne peut plus attendre. Par rapport à vos chiffres, nous, on alerte vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, c'est la Charente-Limousine et le Grand Cognac qui sont le plus touchés par les départs à la retraite. On va avoir plus de 400 départs dans les 10 ans sur ces deux territoires-là. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait plus d'installation. Je suis assez d'accord, il faut qu'on arrête d'agrandir, notamment en viticulture, et qu'on continue d'installer et de transmettre ces fermes viticoles. Donc voilà, dans un contexte de crise, il va falloir qu'on développe plein d'outils pour justement continuer d'installer des gens, que ce soit en viticulture, mais aussi donc en élevage, en Charente-Limousine, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a la chance en Charente, on a un territoire très varié, où on peut tout produire, c'est notre richesse. Hein. Je pense qu'il faut qu'on accueille aussi toutes les productions.
et il faut qu'on aille vers de la diversification. On a 3 cultures principales en Charente, mais il faut qu'on arrive à accompagner tous les projets, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'accueil des jeunes et des gens qui veulent s'installer. On a besoin d'un renouvellement générationnel, ça c'est sûr. Il faut qu'on installe le plus grand nombre, il faut qu'ils aient du revenu. Il faut qu'on accueille surtout les hors-cadres familiaux. On n'a plus le choix. Aujourd'hui, il y a 220 candidats qui viennent au point accueil installation par an. On en installe 80, 100, 150 peut-être, ça dépend des années, beaucoup moins. Voilà. Et avec des DJA, donc avec des aides, encore moins, entre 28 en 2023 et 50 en 2024 qui ont été aidés. Donc ça, ce n'est plus possible. Donc ça veut dire que si on veut soutenir l'installation, il faut qu'on mette des outils et des moyens. Donc nous, on est pour le blocage du foncier, pour maintenir l'accès au foncier. Pour nous, ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait des espaces tests, il faut qu'il y ait des réserves foncières. Il faut qu'on encourage les installations, qu'on donne envie aux gens, jeunes et moins jeunes, de venir dans ce métier qui est passionnant. Donc, il faut revaloriser l'image du métier, il faut développer des montées en compétences, il faut qu'on accompagne les gens, il faut qu'on crée du parrainage, il faut qu'on mette en place des formations. Et il faut accompagner les gens pour qu'ils s'installent, mais aussi il faut accompagner les gens pour qu'ils continuent, pour qu'ils tiennent dans leur installation. Alors nous, la Confédération paysanne, ce qu'on a gagné comme victoire par rapport à l'installation, c'est au niveau régional, on s'est battu pour qu'il y ait une modulation, une reconnaissance de la bio quand on s'installe, donc pour que les gens qui font ce choix de projet d'installation soient un peu plus aidés. Et on a aussi obtenu une dotation pour les nouveaux installés qui ont plus de 40 ans. Et ça, pour nous, c'est une victoire à la Confédération paysanne. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'on arrête de donner une aide à l'installation face à l'investissement. C'est-à-dire aujourd'hui, plus on investit, plus on a d'aide. Et nous, on pense que ce n'est pas forcément lié à l'investissement qu'il faut aider, mais qu'il faut aider tous les projets, qu'ils aient des petits investissements ou des gros investissements. On a besoin de chaque ferme, chaque installation compte. Merci. Christian Dagneau sur le manque d'installation et puis alors, peut-être en fait, sur le ce qu'il faut, dispositif hors cadre familial aussi. Ce qu'il faut, c'est bien accompagner les jeunes qui sont installés. Voilà, donc vérifier que. Et donc c'est ce qu'on a mis en place au niveau de la Chambre avec c'est Florence Bellivier qui porte ce dossier-là avec les équipes. Donc de continuer à accompagner les jeunes après leur installation, parce que souvent, une fois qu'ils sont installés, ils considèrent qu'ils ont fini avec les papiers, mais ils ont encore plein de réponses à apporter, notamment au service de l'État, pour la validation de la DGA. Et là, on a dû faire un gros travail parce qu'on a plein de jeunes depuis un certain nombre d'années qui ne répondaient plus et qui étaient en train de perdre leur deuxième DGA. Parce que la loi a changé. Parce que la loi a changé. Voilà, tout à fait. Donc, il a fallu qu'on rattrape ça. C'était un lourd travail et on l'a fait. Il a fallu mettre des moyens. Maintenant, ça nous a fait réfléchir aussi sur la façon d'accompagner les jeunes maintenant. Donc, quand ils arrivent à la Chambre d'agriculture, ils n'ont qu'un interlocuteur unique qui va le suivre sur l'ensemble de son parcours. Donc, ça, c'est une bonne évolution. Et puis, je voulais aussi saluer le travail d'une de notre représentante des JA, c'est Lucie Vivier, qui a travaillé au niveau de la région pour la DNJA, donc aux côtés des autres syndicats, donc pour aller améliorer les conditions d'accompagnement des jeunes, parce que la DNJA, c'est pas la DGA, il y a quand même des choses en plus, et c'est une bonne chose. C'est aussi de la simplification, et quand on parle c'est aussi une aide à l'investissement. Et quand on est sur l'élevage notamment, c'est absolument nécessaire qu'il y ait des aides à l'investissement supplémentaires pour les jeunes, sinon ils ne pourront pas financer à la fois les bâtiments et le capital, les animaux. Sinon, voilà. Donc on était, notamment nous à l'Aquitaine, on était sous-aidés par rapport à d'autres régions, notamment des régions d'élevage. Donc il fallait revaloriser cette aide à l'installation, notamment pour financer les capitaux. C'est-à-dire que l'aide à l'investissement, si je peux me permettre, c'était les anciens prêts bonifiés. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu lié aussi. C'est ça. C'était les anciens prêts bonifiés qui ont été transformés. On va aller très très vite sur la dernière question. On va vous demander de répondre en 1 minute chacun. On vous a laissé le choix de poser la question de votre choix au candidat de votre choix. On insiste vraiment parce qu'on est très en retard sur le fait de répondre en 1 minute. On commence par vous, Agnès Rousteau. À qui vous souhaitez poser une question et quelle est cette question? Eh bien, moi, je vais poser la question. Donc, je pourrais la poser à la FNSEA et à la coordination rurale. Donc, je vais choisir de la poser à la coordination rurale. Sous l'ancienne mandature où vous étiez, aujourd'hui, c'est la FNSEA en Charente. Donc, on vient de le dire, on a perdu 1400 paysans. Pensez-vous que vous pouvez continuer à participer à la dilapidation de l'agriculture charentaise avec votre choix de politique libérale? Et est-ce que vous voulez continuer à sacrifier vos collègues sur l'autel de la productivité?
Alors nous, d'abord, pour le moment, on est aux manettes nulle part, tu le sais bien. Il y a 12 ans. Et ça n'a Oui, pas- enfin, ça on n'a était pas- qu'en ça n'a pas- Charente. Ça n'a pas renversé. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Agnès. Mm. Simplement, quand tu es aux manettes d'une chambre d'agriculture dans un département, dans un seul département, tu fais que te battre contre la régionalisation. Et voilà, nous étions bien seuls. Hein. Voilà, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais on espère que pour les élections qui arrivent, on aura davantage de départements et là, on aura plus de marge de manœuvre. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es une seule... Enfin, on était deux chambres d'agriculture CR, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est la FNSEA qui dirige tout le système. Hein, voilà. Alors, donc, Christian Dagneau, à votre tour, à qui vous souhaitez poser une question et laquelle? Alors moi, je sors un joker et je passe la parole à Camille, qui représente DGA, qui est aussi qui est l'autre syndicat qui nous accompagne sur notre liste. Donc je lui délègue de poser la question, Camille. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais poser une question à la coordination rurale. Vous avez donné un petit papier de 8 pages qu'on est beaucoup à avoir reçu, dans lequel vous parlez des financements de la Chambre. Or, où est passé l'argent? Puisqu'il y a 6 ans, la Chambre était très bénéficiaire. Vous dites qu'elle est aujourd'hui déficitaire. Seulement, elle est revenue à un niveau normal de 90 jours de fonds de roulement. Et il y a quand même une énorme somme d'argent qui a été reversée à l'État et qui n'a pas du tout été remis dans les caisses des agriculteurs. Donc, si jamais vous gagnez la Chambre, comment vous allez faire pour garder un niveau stable qu'a réussi à avoir Christian en 6 ans, sans repartir dans des délires comme vous aviez eu? Des délires. Oh là là. Alors, effectivement, il y a l'État a repris 970 000 euros quand on est arrivé à la Chambre en 2013, mais c'était de l'argent qui avait c'était de l'argent qui avait été engrangé sous la présidence de Monsieur Lebré. Hein, voilà. Mais après, nous avons prévu des investissements. D'ailleurs. On avait mis de l'argent de côté pour des investissements sur la Chambre d'agriculture et changer toutes les fenêtres. Enfin bon, ce sont des détails techniques, hein, mais ça n'a pas été fait par la suite, par la mandature de Christian. Hein. Sur le bilan financier, on était quand même en session chaque année. Nous étions 4 à y aller et tous les ans, c'était moins 300, moins 400 000 tous les ans. Voilà, donc on n'a pas tellement menti là-dessus. Je comprends pas. Non. Je pense que les chiffres d'ailleurs sont visibles par tous, j'imagine. Donc on avait laissé un fonds de roulement à 4 millions d'euros. Maintenant, le fonds de roulement est à 1,5 million. Tu en conviens, Christian? Il est tout à fait dans les normes de ce que l'État nous demande. Alors, oui, non mais... on ne va pas refaire le débat là sur les chiffres. À votre tour, Monsieur Chapuzet. Je pense à la FNSEA. Est-ce que vous pensez que si vous êtes élu, que dans les 6 prochaines années, vous ferez mieux que les 6 dernières? Oui. C'est bien. Oui, parce qu'on a acquis énormément de compétences. Voilà. On a une équipe qui connaît les dossiers, qui est crédible, qui est représentative des territoires, de toutes les filières. On est impliqué dans la Chambre régionale et c'est important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les décisions se prennent aussi à la Chambre régionale. Et c'est parce qu'on est impliqué à la Chambre régionale. Et là, à la Chambre régionale, il n'y a que 8 départements sur 12, 9 départements sur 12 qui travaillent, hein, puisque les 3 autres, on ne les voit jamais. Jamais de participation au bureau, aucune commission. Voilà, donc c'est reporté sur les autres. Et moi, je fais ma part dans le dossier, notamment sur les productions végétales, éco-phyto, etc. Voilà, donc, mais avec le travail qu'on a fait depuis 6 ans, oui, je pense qu'on sera plus efficace demain, c'est certain. Et enfin, Laetitia Pluma. Alors, moi j'ai une question à Christian. Il y a 6 ans, vous vous êtes fait élire avec votre contrat de solution, avec la baisse de 25% des exploitations en Charente. Est-ce que tu trouves que votre mandat a été une réussite? Alors moi, je trouve que mon mandat a été une réussite, oui. Notre mandat, c'est pas le mien, c'est le nôtre. Oui, le vôtre, c'est ce que parce qu'on a donné une vraie crédibilité à la Chambre d'agriculture, à nos interlocuteurs départementaux, au service de l'État, mais aussi au niveau de la DRAF, au niveau de la région, au niveau national, au niveau du ministère. Et voilà, c'est pour ça que, à la question de tout à l'heure, on va pouvoir faire mieux demain. Et on a des projets. Alors, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps d'expliquer tout ce qu'on a fait. Malheureusement, les agriculteurs ont besoin de savoir. Mais on a quand même un certain nombre de projets qu'on a portés, qui sont reconnus et qui vont. Et puis, il y a aussi tout ce qui s'est fait en 2024. Je rappelle qu'il y a 6 ans, j'avais prononcé ici même qu'on marchait sur la tête. N'est-ce pas? On l'a retrouvé dans la vidéo. Et en tout cas, il y a toute la mobilisation qu'on a mis en place. Alors là, c'est plus la FNSEA et les JA dès le mois de novembre 2022, avec
avec On marche sur la tête. Toute la mobilisation qui a été faite en début d'année, c'est bien à l'appel de la FNSEA et de la JA. La remobilisation qu'on a fait en novembre, c'était aussi à ce moment-là sur le Mercosur. On est toujours parti devant. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les agriculteurs charentais donc, peuvent être quand même satisfaits du travail qui a été fait. Effectivement, ça ne ruisselle pas dans les revenus des agriculteurs, mais ça, c'est pas dépendant. C'est vrai pour tous les agriculteurs français. Ce qu'il faut, c'est qu'on se batte encore plus pour notre territoire, qui est en zone intermédiaire, parce que c'est pas les gens du Nord qui vont nous défendre. Il faut qu'on se défende nous-mêmes. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat, c'est la fin de l'émission C'est le débat de Charente Libre. Merci à vous quatre d'avoir joué le jeu de la dispute courtoise sur ces élections à la Chambre d'agriculture. Merci. Au plaisir. Merci.